que le Maloya, quand j'étais petit, j'entendais parler du Maloya dans les Ségas. Les Ségas, c'est les Ségas d'ailleurs qui ressemblent un peu au Maloya dans la rythmique, qui est aussi un mélange, mais un mélange de musique noire, justement du Maloya mélangé avec et le Maloya est resté très traditionnel, très dans la forme, et on entendait parler du Maloya dans les Ségas, chanté par Maxime Lahobe, les Jokari, tout le monde parlait du Maloya. Mais on ne voyait pas le Maloya, on ne voyait pas la musique du Maloya jouer avec des chanteurs, des musiciens, des instruments, tout ça, on ne voyait pas. Et c'est seulement parce que ça a été interdit, mais en même temps considéré comme subversif, parce que c'était les défavorisés, les ouvriers, tout ça qui chantaient le Maloya, les descendants d'esclaves, de toute façon, qui en même temps faisaient partie, étaient dans tout le mouvement progressiste des années 50, fin des années 40, 50. Et il y a eu donc interdiction, le préfet a empêché les attroupements, parler de tapage nocturne. C'était pas le Maloya est interdit, mais c'est tout attroupement dans ce sens-là qui pouvait cimenter les gens, grouper les gens, tout ça. Et le Parti communiste a, justement, en 59, se déclaré Parti communiste et non plus fédération du PC français, et réclamait l'autonomie avec le leader Paul Vergès, fils de Raymond Vergès, qui était lui aussi au départ des grands mouvements progressistes à La Réunion. Donc, voilà le décor politique, et il y avait un préfet, il y avait Difan Bachet, il y avait Perrault Pradier, des fameux préfets, qui, disons, ça a annoncé l'arrivée de Michel Debré, qui arrivait en 61 ou 63, enfin dans ces années-là, début des années 60, avec son l'ordonnance Debré qu'on appelle l'ordonnance scélérate d'octobre 60, où il mutait les fonctionnaires qui n'étaient pas d'accord, les fonctionnaires qui n'étaient pas d'accord avec... qui gueulaient, qui réclamaient l'autonomie, qui étaient dans le mouvement du Parti communiste, tout ça. Donc il a envoyé plusieurs en France. En métropole. Donc il a envoyé Boris Gamaleya, Jeff Barré, Clélie Gamaleya, plusieurs Antillais et Réunionnais ont été exilés. Donc ça c'est pour définir que la répression, l'interdiction, tout ça, c'est dans le cadre répressif, où pas seulement le Maloya, mais toute envie de rébellion ou de réclamation, revendication autonomiste était pourchassée, était réprimée. Et le Maloya aussi, en tant que regroupement, était interdit. Regroupement d'ailleurs rituel, et ça a continué sûrement plus dans le rituel. En cachette, un peu étouffé, mais les gens qui croient, parce que c'est un rituel d'hommage aux ancêtres. Le Maloya est une musique jouée dans cette cérémonie-là qui s'appelle service cabaret ou service makwale ou service kaf, service malgache. Et les vieux ont continué, certains vieux ont continué à marquer le coup, à chanter un petit peu sûrement et à taper sur des instruments qui n'étaient peut-être pas les vrais instruments, mais des bidons, tout ça. Et sans autorisation préfectorale, parce qu'il fallait autorisation préfectorale et c'était considéré comme tapage nocturne. Donc voilà le cadre. Et en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'interdiction officielle, entre guillemets, l'interdiction institutionnelle, est accompagnée par l'autocensure des gens. C'est-à-dire que toute notre africanité, toute notre malgachité, toute notre négritude, toute notre part non catholique, non blanche, non tout ce qu'on veut, et pas dans la norme, est déconsidérée par les gens eux-mêmes. C'est arrivé, c'est tellement bien huilé, bien fait, que les gens suivent la mode, suivent la norme, suivent le parcours qu'il faut pour réussir. Donc être noir, donc en plus être pauvre, donc parler créole, être dans des croyances afro-malgaches, être dans des croyances indiennes, engagées malbar, tout ça, c'est de l'ordre du satanisme, c'est de l'ordre du démon, du démoniaque, et du moche, du vilain, du déshonorant, de l'arriéré, tout ce qu'on veut. Voilà, donc toute cette part-là est rejetée, dévalorisée. Donc on comprend très bien que on peut interdire un attroupement, on peut interdire du jeu de Maloya en dérangeant quelques personnes vraiment au fond, mais la majorité accepte plus ou moins. Enfin, c'est un peu le constat que je fais moi. Mais en même temps, heureusement qu'il y a cette résistance politique, idéologique, d'autonomie, de revendication identitaire, de revendication de peuple réunionnais, d'émancipation, tout ça. Et moi, je grandis dans ce cadre-là. Et c'est à travers le PC, à travers un chanteur comme Firmin Viry, que le Maloya reprend, encouragé par le PC,
début des années 70, où Fiamin monte sa troupe et nous propose dans une fête de témoignage du journal témoignage du PC le Maloya, sous sa forme traditionnelle, avec la danse, avec les chants, avec toute la poésie, avec toute la force. Et moi, à ce moment-là, je suis étant dans cette mouvance-là, étant un présent, je bénéficie de ça. C'est-à-dire que je suis bien logé au premier rang. Donc, et en même temps, pas tout le monde ne reçoit pareil cette musique-là. Donc, et moi, je le reçois en plein cœur et en plein âme, et je me mets à danser. C'est un peu comme une révélation, comme une force, comme ça, une visitation. Quoi. Et moi, j'aime bien danser. Et je me dis, mais ça fait longtemps que j'attends ça, un truc comme ça. J'aimais chanter quand j'étais petit, mais j'aimais chanter comme ça, gueuler dans les champs, du Sega, de la variété française, ou des trucs qui passaient à la radio. On n'avait pas trop le droit d'écouter la musique. Mon père nous empêchait d'écouter la musique à la radio. On n'avait pas trop le temps non plus parce qu'il fallait travailler au chant, tout ça. Et en même temps, donc, moi je bénéficie de la culture des champs, de l'indépendance au niveau nourriture, parce qu'on plantait le maïs, on mangeait le maïs. Et en même temps, j'étais à l'école, j'apprenais les mots, j'apprenais à manier les mots. En même temps, j'étais dans une culture de poésie, de la langue créole, de la culture des chants, tout ça. Et en même temps, des chants, de l'habitation, des chants. Cultiver de la culture, et en même temps j'étais dans la bataille idéologique, la résistance, la rébellion, l'analyse politique, la revendication autonomiste. Tout ça, ça fait une force, et quand arrive le Maloya est là pour faire le ciment, pour faire le lien, pour moi en tous les cas, pour révéler tout ça, être un peu comme un fruit qui est là, une semence, un grain qui va germer, et voilà, ça démarre comme ça depuis les années 70. Je commence à chanter en 75, je monte sur un podium, on est une bande, on s'organise et on commence à chanter bien sûr des trucs un peu slogan, un peu sans poésie d'ailleurs au départ, c'est pas très recherché, je m'essaye, j'ai envie de dire des choses. Dès le début, voilà. Vous écrivez des textes. Au début, je commence à danser, bien sûr. Après, je fais les 2 ans de prison en France. Donc, je suis déterminé. Je suis nourri de Maloya que je viens de découvrir. Donc, ça me détermine encore plus. Et quand en prison, j'ai commencé à écrire des textes sur ça. Pas vraiment des mélodies, parce que je ne peux pas me lancer la voix dans la prison, tout ça. Mais après, quand je rentre, je me dis, ça y est, c'est libéré, c'est en fleurs, ça va donner. Et je chante, je fais des mélodies, je fais des textes, encore plus. Et c'est une période de création, 78, 79, tout ça, quand je retourne au pays, c'est ça. Et après, ça continue, mais pas en termes de carrière, en termes de profession. C'est vraiment une expression, c'est vraiment une bataille, c'est vraiment une lutte, c'est vraiment une bataille pour m'exprimer. Et au fur et à mesure, je deviens, entre guillemets, artiste. C'est-à-dire qu'il y a le messager, il y a faisant partie d'un mouvement politique, de combat pour des êtres. Après, au fur et à mesure, en plus quand on va voyager à l'extérieur, ne comprenant pas la langue, les gens disent, il y a des émotions, il y a quelque chose, il y a une force, voilà. Et après les gens demandent plus de renseignements, pour entrer plus encore dans ce Maloya-là, de cette musique, dans notre histoire, dans notre humanité à nous. Donc voilà comment s'est fait la démarche. Et au fur et à mesure, je me libère. Par le Maloya, c'est une vraie libération, une vraie philosophie, c'est une vraie respiration. Et j'inscris le Maloya dans une éternité, pas dans un truc de mode ou d'un top 50 ou d'un tube à faire pour vendre et vendre et vendre. Non, c'est pour faire exister vraiment notre réunionité à nous, mais qui s'inscrit dans une universalité, dans une humanité. Et bon, c'est ambitieux, mais voilà, c'est ce que moi je vois comme ça, le Maloya. Le lien avec l'histoire, avec le sacré, avec la souffrance, avec les savages, avec l'exil. Mais en même temps, tous ces exils-là, tous ces apports de population, cette souffrance aussi, cette joie aussi, ce travail, c'était obligé d'être une nouvelle construction. La Réunion, c'est une reconstruction d'une nouvelle civilisation, d'une nouvelle humanité, faite de résistance, de rébellion, de liberté, de soumission aussi. Et pour moi, c'est ça la recréation de l'humanité, mais dans la résistance. Il faut toujours, pour moi, la leçon, c'est toujours résister. Quelle que soit la situation, quel que soit le statut, quel que soit le drapeau ou la constitution, toujours résister. Pour moi, la condition de l'amour et de la liberté, c'est ça. C'est la rébellion, la résistance à toute manipulation, à toute norme, entre guillemets. Voilà, je me mets dans cet état-là.
de rester peut-être un enfant, voilà. T'es un peu Aussi. anarchiste alors. Je, anarchie, je sais pas, il y a déjà de l'anarchie, ouais, sûrement. Mais en même temps, je suis pas pour la destruction. C'est-à-dire, enfin, anarchie, c'est peut-être pas de la destruction, mais je suis pas pour le désordre non plus, je suis pas pour un non-ordre. Mais je veux que quand on met en place quelque chose, ce soit pas une chose établie pour tout le temps, parce que ça doit bouger, ça doit être vivant. Ça doit, même dans les difficultés, mais ça doit bouger. On doit pas avoir peur de déranger, voilà. De déranger les choses, même si ça nous coûte. Ça nous coûte soi-disant, mais c'est de la vie. Voilà, je veux dire, je veux dire aux gens, c'est pas vrai que le bonheur, c'est dans le confort matériel qu'on a, la consommation. C'est pas vrai. Le bonheur est autrement. Et France, c'est aussi la lumière. La lumière ne va pas sans le noir, voilà, c'est un peu ça. Et il y a de la vie. Et il n'y a pas de fin, véritable. Il y a les moyens, c'est déjà une fin, c'est déjà un bonheur, c'est déjà. Voilà, moi, comment je conçois un peu la vie. Et de dire aux gens que tout notre passé, il est difficile, notre passé. D'ailleurs, partout sur la Terre, il y a des passés difficiles. Mais on doit se mettre debout. On ne doit pas être courbé. On doit aller de l'avant. Mais sans oublier. Ça ne veut pas dire oublier le passé. Prendre justement ce passé-là et en faire une force, en faire une dynamique pour vivre le présent, vivre à plein et partir, être debout, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a actuellement à La Réunion qui mérite vraiment d'être chamboulé, changé, pour qu'il y ait plus de justice? Je suppose que c'est ce pourquoi tu te bats aussi. Je pense que c'est pas. Il y a des batailles, revendications locales de regroupement. Bon, il y a une bataille en général plus ambitieuse, c'est de reconstruire, nous retrouver, se retrouver, comprendre qu'on est riche, comprendre qu'on est humain déjà, qu'on est un être humain. Ça c'est toute une bataille. Quand je dis c'est une libération le Maloya, ça veut dire que moi, quand je découvre le Maloya, je vais vers un univers très riche, c'est-à-dire je vais vers la liberté, je prends la parole, je parle ma langue, et c'est pas du tout honteux de parler ma langue, au contraire, je sens que c'est une force, et les gens voient ça encore comme une enclave, comme un esclavage ou un ghetto, de parler sa langue comme une fermeture. Alors que moi je leur dis non, c'est pas une fermeture de parler sa langue, au contraire, de revendiquer sa langue, ça veut dire être au même pied d'égalité que les autres, et justement de pouvoir accueillir les autres en soi et dans son pays, et prendre ce que les autres offrent, et offrir, avoir quelque chose à offrir, c'est pouvoir offrir et pouvoir recevoir. Donc c'est se mettre, vraiment, avoir une humanité réunionnaise. Et cette bataille-là, ça mérite d'être faite, et on doit se bagarrer tous les jours pour que la langue soit reconnue, qu'on n'ait pas honte, tout ça. Et c'est tous les jours un petit peu. C'est en même temps des grands slogans, des grandes batailles. Bien sûr, il faut des mesures politiques. Bien sûr, il faut se décider, être dans un collectif à un moment donné. Mais je préfère la bataille de libération personnelle aussi en même temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait absolument une démarche personnelle en même temps qu'une démarche collective. Donc, il y a cette bataille pour la langue, pour la culture, pour ce mélange-là, arroser cette plante de mélange-là, et non pas la détruire et retomber dans des séparations pour reconstruire des soi-disant tolérances après coup. Non, on ne doit pas revenir en arrière. Si on revient en arrière, on efface la Réunion. On efface la Réunion. La Réunion, c'est justement le mélange. C'est justement les apports de différents et qui construit un nouveau truc. Si les gens cherchent à retrouver la pureté indienne, ou la pureté africaine, ou la pureté blanche, d'origine, une civilisation d'origine, on efface tout, on recommence. On recommence quoi? On se déchire en quatre. C'est même pas des gens, une communauté qui reviendrait dans son pays, comme si des Noirs américains disent bon, on va retrouver notre Afrique natale, notre Afrique mythique, la Réunion. Bien sûr, il faut fouiller dans ce passé. Il faut avoir ces racines-là, ces grandes racines, comprendre que c'est ça. Mais en même temps, on a mis toutes ces racines ensemble pour faire un nouvel arbre, des nouvelles plantes, des nouvelles semences, et c'est la Réunion. Donc, il faut faire avec ce qu'on a, et c'est très riche ce qu'on a. C'est pas du tout un substrat, comme on dit. Souvent on dit ah ouais, le créole c'est un substrat de la langue, je sais pas quoi. Là, ce qu'il y a en religion malbar, c'est un substrat, c'est un reste, c'est des ignorants, non. Sinon ça veut dire que mes parents c'était des ignorants, mes grands-parents c'était des ignorants. Non.
Non, mes parents m'ont montré à vivre avec une philosophie. Les gens qui croient, qui traversent avec le chariot fleuri, c'est tout un art, c'est toute une démarche, c'est tout un rituel. Non. Et si ça ne correspond pas à l'hindouisme pur de l'Inde, et ça fait rien, c'est nous qui avons construit ça. Nous, parce que ça ne peut plus être pur Inde, ça ne peut plus être pur Mozambique, ça peut être pur malgache ou pur français ou pur italien ou je sais pas, ou portugais. Non, c'est nouveau, c'est réunionnais. Il faut arriver à la dimension réunionnaise. Et ça, c'est difficile parce qu'on est toujours dans une analyse un peu créoliste, créolité, mais dans le sens limitatif. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le mot créole, à La Réunion, on utilise le mot créole dans les Antilles, on utilise le mot créole, mais reste, d'abord c'était d'abord une définition de blanc né dans les colonies, après on a gardé l'idée de créole, noir, blanc à La Réunion en tous les cas, donc une espèce de premier mélange de blanc, de noir, d'esclaves, de blanc, et après, voilà, et après il y a eu les phénomènes malbar, c'est-à-dire les engagés du sud de l'Inde qui arrivent, et on les a exclus de la créolité. Pourtant, ils ont construit aussi la créolisée, c'est-à-dire qu'ils sont créolisés aussi, mais ils se sont réunisés. Mais comme il y a une espèce de groupe au départ, une espèce de créolité déjà établie, on refuse, on n'accepte pas facilement en tous les cas l'entrée des autres, alors que les autres entrent et se marient, et mélangent, et les anciens, en tout cas les créoles d'avant, adoptent les nouveaux aussi, mais ils refusent ça dans la tête en tous les cas. Ça fait que le mot rayonner, rayonnité ou rayonnalité correspond mieux pour se définir. Parce que le mot créole bouge tellement, la langue créole, mais après on va dire la boutique créole, c'est pas le malwa, c'est pas le chinois, c'est pas le arabe. Et on va dire en même temps, on va se réunir, on va dire, dans le sens réunionnais, on va dire nous, créole, par rapport aux oreilles ou par rapport en France. Quand on va là, mais on est. Bon, c'est compliqué, c'est flou. Donc je pense qu'il faut aller très loin dans notre démarche identitaire et dire on est un peuple réunionnais, on a une histoire, on a une géographie réunionnaise. Et malheureusement, on est tout le temps en définition par rapport à une métropole. Et aujourd'hui, encore plus qu'hier, parce qu'avant, longtemps, on disait la Réunion, la France. Et puis, au fur et à mesure, on a fait entrer le mot métropole. Alors, on parle de la métropole. Alors, on dit on est hors département. On n'est jamais un pays. On n'est jamais un peuple. On est toujours un département, une espèce de région, une espèce d'institution française. Ça fait qu'on ne se projette pas en tant que Réunionnais à part entière et on ne se prend pas totalement en compte, entièrement en compte. On ne prend pas toutes nos possibilités, toute la possibilité d'être Réunionnais avec toutes ces données, avec tous ces apports. Et on va se définir, quand quelqu'un nous demande de nous présenter, on va dire ouais, ben, la Réunion, il y a les Blancs qui font ça, ou les Malbars. On va dire les Malbars marchent sur le feu, on va dire les. Mais alors que on devrait dire nous. À La Réunion, nous, on fait la marche sur le feu, on fait le rituel afro-malgache, on joue le maloya, on va à l'église catholique, on va à la mosquée, on devrait dire, nous faisons tout ça. Mais c'est difficile d'arriver à là. Ça, c'est un vrai travail de conscientisation, d'autoconscience, de prendre tout ça en compte et de dire, je suis tout ça. Et ça, moi, ma position me permet. C'est un vrai privilège d'être passé par ce chemin-là. C'est-à-dire que je suis de carrosserie ou de parents ou de ce qu'on veut, une définition un peu pseudo-ethnique. Yab, par exemple, en tout cas de type, Yab, type blanc, Liton, Maoul, Youl, Pibléo, Piplacho, on a un tas de mots pour dire ça. Et en même temps, je grandis dans les champs, je vais à l'école, je suis un peu un intellectuel, je suis un peu aux oreilles par la culture française qu'on va à l'école. Bon. Et en même temps, je parle créole, je suis dans une culture créole, la Réunion, et en même temps, je vois la chapelle, je vais suivre les chariots fleuris, je grandis à côté de moi, il y a les gens qui marchent sur le feu, et on est ensemble, on est dans les champs à travailler ensemble, on est dans l'école ensemble, bon. C'est tout ça qui fait que je suis tout ça. Qu'on le veuille ou non, je dis aux gens, certains puristes ne voudraient pas que j'utilise le tambour malbar, par exemple. Mais je ne peux pas. Tu peux me mettre le fusil sur la tempe, et je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse que je le veuille ou non, que les gens le veuillent ou non. Ce qui nous fait à nous, c'est les sens. Les sens qui accueillent, l'oreille entend le tambour.
Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas me boucher les oreilles tout le temps. Que j'aime ce tambour ou que j'aime pas ce tambour, je ne peux pas l'effacer. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que toutes les odeurs de différentes cultures, différentes cuisines, se mélangent et viennent en moi, par le nez, viennent par les yeux, les fleurs qui passent, le tambour, les odeurs, le goût. Et tout ça, ça me fait partie de moi, ça. Et on ne peut pas l'enlever avec un fusil ou avec une menace. On ne peut pas l'enlever avec un discours puriste. On ne peut pas l'enlever avec une classification ethnique en disant je ne suis pas ça, tu es pas ça, toi tu es ça. Je ne suis pas un seul truc, je suis riche de tout ça en même temps. Et c'est tout ça que mon discours, c'est ça. En fait, c'est pas un vœu pieux, ça, c'est la réalité, ça. Maintenant, moi, je mets le doigt dessus et je dis aux gens, on est tout ça à la fois. Et voilà. Parce que tu es ouvert, parce que tu as cherché à t'ouvrir, mais est-ce que toutes les composantes de la Réunion partagent cette idée-là dans l'identité? Non, mais c'est pas une histoire de composantes. C'est pas un point de vue de composantes. C'est un point de vue de Réunionnais. C'est-à-dire qu'il y a des Réunionnais qui vont penser et vivre la même chose de ce que je dis. De toute façon, vivre, de toute façon, les gens vivent ce que je dis. Mais dans la parole, ils n'ont pas conscience réellement de ça. C'est-à-dire des gens qui sont métissés depuis le premier temps, qui sont allés très loin dans un mélange, ils ne se rendent pas compte qu'il y a ce mélange-là. On est encore à cette définition un peu physique, à s'arrêter à une définition de carrosserie, des définitions ethniques, en disant les Malbars sont comme ça, les Castes sont comme ça, les Chinois sont comme ça, les Arabes sont comme ça. Et la personne qui parle, il ne se rend pas compte qu'il est tout ça à la fois, à des degrés divers, à des pourcentages divers, à des mélanges compliqués, complexes. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont comme ça. Donc on se met toujours en distance à se regarder, alors que, et moi j'ai compris ça, que je ne devais pas me regarder, je peux me regarder en distance, je peux faire l'intellectuel, je peux analyser, je peux faire l'ethnosociologue, tout ce qu'on veut, mais je dois le vivre et ne pas avoir de blocage. Ce Maloya qui m'appelle, quand je découvre le Maloya par exemple, je suis déjà dans le Ségal appartient à tous les Réunionnais. Quand je découvre le Maloya, comment je ferai? Comment je fais? Je me dis, ma peau ne correspond pas à la couleur. Ça, c'est pas bon. Je vais rester à l'écart, alors que ça m'intéresse pas, alors que ça me secoue, et ça me secoue beaucoup plus qu'un qui correspondrait à la couleur. Et c'est exactement ce qui se passe. Il y a des gens qui... Et ça en fait des malades, ça en fait des schizophrènes, parce que les gens sont là. Il est blanc, mais il chante Maloya. Bon, voilà. Comme les phrases qui ont dit, il est noir, mais il est intelligent. C'est ce mais-là qui est intéressant à analyser, à comprendre. Le gars qui correspond à l'image, il est sur le rouleur, et il est gêné, il est embarrassé, parce qu'il me dit, Daniel, je suis bien un CAF, c'est-à-dire correspondant au type afro-malgache en gros, dans des définitions physiques, mais je ne sais pas jouer Maloya. Je lui dis, mais t'as pas à être malade de ça. Faut pas que tu sois malade de ça. Si tu ne sais pas jouer le Maloya, on ne t'a pas appris déjà, on n'a appris à personne d'ailleurs. Et en même temps, tu ne le sens pas exactement comme moi. Mais peut-être que si tu apprends à jouer un peu le rouleur, tu vas savoir jouer le rouleur. Moi, je ne savais pas jouer automatiquement. C'est venu comme ça. C'est d'abord le goût de danser, ça m'a fait vibrer et j'ai envie de chanter et je suis sensible aux paroles et j'aime bien la poésie et tout ça. Le mot, c'est important. Et tout ça qui fait. Et en même temps, j'ai grandi dans le combat, la résistance, la foule à la maison, les gens. Donc, il y a tout ça. Je suis dans la fréquentation humaine, physique, du gars qui boit, de la boutique, des gens qui travaillent, qui sont en solidarité dans les champs, tout ça. Et ça, c'est très important, ce cadre-là. Si je suis un peu un intellectuel, un peu dans une bourgeoisie, dans du coton, tout ça, je peux vibrer, c'est sûr, je peux vibrer. Mais il y aura encore plus de distance pour rentrer dans ce Maloya-là. J'aurai une espèce de distance un peu snob ou un peu intellectuelle, peut-être, je ne sais pas. Mais même ça, c'est pas justifié non plus. C'est pas vrai. Donc, je suis dedans, dans ce Maloya qui n'est pas encore le mien avant 20 ans, avant 18 ans. Je suis déjà dedans, dans la façon de travailler, dans la langue, dans la culture, dans le mot. Je suis avec les gens qui physiquement correspondent au Maloya, soi-disant. Mais en même temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce Maloya-là appartient aux Noirs, mais en même temps pas à tous les Noirs non plus en même temps. Si c'était vrai que tous les Noirs, comme un seul homme, possédaient ce Maloya et avaient ce Maloya, tout le monde a la même vibration, ça aurait été autre chose.
ça aurait été encore plus vivant, ça aurait été encore plus solide, il y aurait une culture afro-malgache encore plus forte, plus résistante, je veux dire, c'est ça. Et comme il y a la division au départ, comme il y a des... Bon, bien sûr, il y a les éparpillements des gens sur les champs, tout ça, sur les propriétés, grosses propriétés, mais c'est plus complexe que ça, c'est très complexe. Et moi, je suis dans une culture malgache, dans une culture des champs, dans une culture réunionnaise, dans les mots. Donc, je manie les mots. Donc il y a la force des mots qui fait aussi ce malgache-là. Il y a tout simplement une vibration personnelle, comme ça, d'envie de danser. Et certains, correspondant au type ou pas, ils ont pas ça. Ou en tout cas, il y a le blocage. Moi, je suis libéré déjà un peu. En gros, le canal est ouvert quand le malgache arrive, je suis prêt à le recevoir. En gros, c'est un peu ça. C'est un peu religieux, c'est un peu spirituel ce que je dis, mais c'est comme ça. Quand on parle de canal, de vibration, de réception, tout ça, il y a sûrement cette part-là, cette part personnelle, cette part... Bon. Et en même temps, cette part culturelle, cette part... Voilà. Tout ça, ça fait que le malgache, je le reçois. Et en même temps, les gens disent « Ah, attention, mais il n'est pas ici, mais il n'est pas là, mais il n'est pas... » Et pendant très longtemps, en plus. À la Réunion, il y a eu ce genre de discours. Ah bien sûr, pendant très longtemps. Oui, mais parce que les gens ont ces classements-là. Oui, justement... ces classifications-là. Mais les classifications qui ressemblent au regard extérieur. Parce que le regard des Réunionnais sur eux-mêmes, le regard des Réunionnais sur la Réunion, c'est l'image de l'autre aussi, c'est le discours de l'autre aussi, de l'autre... c'est toujours des trucs arrêtés. Les îles, dans la tête de l'Européen par exemple, ou pas seulement de l'Européen, de la tête de l'Africain, dans la tête du monde entier, les îles colonies, c'est en gros quelques propriétaires blancs, grosses propriétés, esclavagistes, et beaucoup de noirs apportés, noirs principalement africains, dans l'esclavage, esclaves. Et voilà l'histoire, après départementalisation, tout ce qu'on veut, mais en gros le tableau c'est ça. Or la Réunion, on connaît un peu l'histoire, on voit bien qu'il y a 3 grandes composantes déjà, qui fait en grande quantité afro-malgache, en quantité blanc en même temps, qui arrive au fur et à mesure, et en même temps engagé indien en masse, avec une minorité chinoise mais qui arrive libre après, et une minorité indien, indo-musulman, Pakistan, mais pas seulement pakistanais. Pakistanais arrivent en dernier en fin de compte. Hein. Mais bon, en gros, Gujarat, tout ça, hein, Gujarati. Bon. Mais ces 3 grandes composantes-là se sont mélangées et sont arrivées en gros. Donc il y a beaucoup de blancs. Et ce beaucoup de blancs-là fait qu'il n'y a pas la possibilité de partager la terre, le petit peu de terre, entre je sais pas combien, 10 000 blancs. Tu vois? Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le blanc est là, mais ce n'est pas un blanc riche absolument. Ce n'est pas un classement de blancs riches. Tout le monde, peut-être beaucoup de blancs ont eu des esclaves, même un esclave, même 2 esclaves, et il y en a qui ont eu 400 esclaves, 500 esclaves, Madame des Bassins, des noms comme ça, des barreaux, des grosses propriétés. Mais mon ancêtre, un de mes ancêtres qui s'appelait Waro, sûrement qu'il avait à un moment donné un ou 2 esclaves. Bon, ça c'est, mais il faut assumer ça, c'est ça la réalité. On a été esclaves, on a été esclavagistes en même temps. On est des enfants d'esclaves. Comment ça s'assume ça? Ça s'assume en se disant, mais en prenant en compte que moi j'ai vécu 30 ans, 40 ans, j'ai 48 ans. Mon père il a vécu difficilement. C'est pas un salaud mon père. Mon grand-père c'est pas un salaud, mon arrière-grand-père. Bon. Et puis quand on va un peu plus loin, ben, c'était dans un système où c'était peut-être pas un salaud total, mais il était consentant, et il est plus que consentant, il était acteur de l'esclavagisme. Donc, j'ai un bout d'ancêtre sûrement qui est consentant avec l'esclavagisme et qui est acteur de l'esclavagisme. Mais j'ai en même temps, dans le sang, dans les mélanges, je ne sais pas même pas le degré des mélanges. Mais en gros, les Réunionnais en général ont Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir en disant « Ah ben non, mais... » Alors, je vais me déchirer et je vais dire une part est salope, une part est bonne, et une part était le bon. Et c'est pas vrai non plus, ça. C'est pas un bon noir de toute façon. C'est pas un esclave, c'est pas parce qu'il est esclave qu'il est bon. C'est ça aussi, il faut voir. Un blanc, c'est pas parce qu'il est blanc qu'il est salaud. C'est tout ça qu'il faut comprendre au fur et à mesure. C'est pas facile de discourir comme ça, mais en même temps,
Parce qu'on aime bien les classements et on aime bien régler la souffrance comme ça, faire la réparation de l'esclavage comme ça. Mais on sait très bien que en Afrique, que ce soit dans le Bénin ou ailleurs, ou au Mozambique, dans tous les pays, il y a eu de l'esclavage, des vendeurs d'esclaves, ou des salauds et des bons, et qui a encouragé ce système-là, parce qu'il y avait des blancs salauds et des blancs ni salauds ni plus que ça, mais voilà. Ça a fait ça. Il faut que je sois je dis souvent, que je sois un enfant de viol ou un enfant d'amour, je suis un enfant. C'est ça qu'il faut arriver. Bon, c'est plus facile quand il y a eu beaucoup de générations. C'est beaucoup plus facile. D'être directement un enfant de viol, c'est pas évident de le vivre. C'est pas évident d'avoir un père, voilà, un salaud, infini. Pourtant, il faut le dépasser, il faut le guérir, il faut se guérir de ça, il faut se libérer de ça, il faut pouvoir se libérer de ça. Donc il faut les outils, le Maloya est heureusement là, le Maloya est là, porté par différentes personnes, porté par les esclaves bien sûr, porté par des gens qui vibraient à cette musique, porté aujourd'hui par des gens, c'est pas des gens de telle couleur qui portent le Maloya. Il y a bien sûr les trucs de Maloya, il ne faut pas se boucher les yeux, c'est une musique noire portée principalement par des noirs. Et donc le paysage, comme on dit, de musiciens de Maloya sera un paysage plutôt, bien sûr, CAF, comme on dit, pour définir un peu la gamme noire, disons, ou plutôt noire. C'est vrai que moi, je jure par rapport à ça, mais je vois très bien que les gens se reconnaissent, mais il n'y en a pas à mode. Mais ça fait rien, ça fait un ciment aussi, ça fait la réunionité, ça fait l'identité. Et en même temps, il y a des gens de toutes couleurs, qui ressentent ça, qui ressentent cette musique et quel que soit leur mélange d'ailleurs. C'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut retirer. C'est une humanité, c'est du positif, c'est du positif. De tout ça, il faut retirer l'humanité. L'humanité du salaud, l'humanité de tous les côtés, qui crée un truc nouveau à travers le mélange, mais ça ne veut pas dire mais même un chanteur de Maloya, ça ne veut pas dire non plus que c'est un bon gars. Ça aussi, le Maloya n'appartient pas aux bons, et il y aurait les méchants qui n'aiment pas le Maloya. Voilà, tout ça c'est ma réflexion à travers mon chemin aussi. Mais c'est sur le temps, ça se fait pas. Au départ, on est anti-oreilles, anti-français, anti-impérialiste, on est anti, on est contre, on veut. C'est normal, on est raciste, on est sans mesure, et puis au fur et à mesure, on prend des coups de bois, oui, heureusement. Et on voit qu'on doit aimer. Et aimer, on tombe sur quelqu'un qui ne correspond pas à la couleur qui est bon. On ne tombe pas à celui qui est né dans le pays qu'il faut. Ça ne correspond pas. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que ça te met une claque un peu. Une claque d'amour, c'est super, tu vois. Une claque mise par l'amour, par la rencontre, par le coup de foudre, c'est des super rencontres. C'est ça qu'il faut. Et ça qui te met dans des désobéissances, des rébellions, des reconstructions, et tu positives tout ça, et tu relativises, et tu positives, et tu proposes. Pour moi, le Maloya, c'est une guérison. Voilà. Guérir, c'est une guérison. Guérir de ce qu'on est mélangé de salauds, de bons, de saloperies, de systèmes mal foutus. Et aujourd'hui, on est encore esclave et on est encore esclavagiste. C'est ça qu'il faut dire aussi. C'est qu'on continue l'esclavage, on continue à s'enfermer, on continue à se censurer. On se cache derrière l'histoire aussi pour ne pas se responsabiliser. Tu peux développer. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que pendant le marronnage, pendant l'esclavage, il y a eu le marronnage. Et ça, c'est super. Heureusement qu'il y a ça. Si on n'avait que des gens soumis qui ont supporté l'esclavage et que ce serait une espèce de Saada Gariga qui arrive, ou un député ou un père Lafosse seulement, ou un bon prêtre qui libère les esclaves, ça serait grave. Non, de toute façon, les marrons connus ou pas connus, l'histoire connue ou pas connue, on a des traces de marronnage, on a des noms de marrons, heureusement. Après, développe cette idée, après voilà. On parlera de ce personnage historique d'Olungué. Ouais, Dulungué, je ne sais pas si c'est... je pense que c'est un nom d'emprunt, Dulungué, mais c'est des Anchins, des Simandef, des Mafat, des Sans-Couteau, des Samson, des Marianne, des Eva. C'est des noms de pitons à La Réunion, des noms de sommets, qu'on appelle pitons Anchin, pitons Simandef.
et des noms malgaches en général, parce que apparemment, voilà, Salazie, Silaos, tout l'intérieur, Mafat, c'est Beri, Belouv, Bézave, Béna, Bémao, c'est des noms malgaches, d'origine malgache, principalement. Nom africain, Auréa, peut-être c'est un nom d'origine africaine, mozambicaine, un truc là. Mais on a la trace, justement, de gens qui ont laissé le nom. On ne connaît pas bien l'histoire, on sait qu'il y a eu des commencements d'organisation, de camps, de villages, mais en même temps il y a eu expéditions punitives, on peut chasser avec un célèbre Musa aussi, il est célèbre aussi, lui. Il est aussi célèbre que les Marrons, donc, parce qu'il faut chasser, il montait en expédition organisée, avec les chiens, avec les porteurs, avec tout ça. Donc il y a une vraie histoire de révolte. Sur les champs eux-mêmes, il y a eu des gens qui ont fouetté, qui sont en prison, tout ça. Il n'y a pas une soumission, c'est pas vrai. Donc ça c'est important.